Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Carré Politique. Heureux de vous retrouver sur ce nouveau décryptage de l'actualité socio-politique au Bénin. Plus l'échéance s'approche et plus les partis politiques sont confrontés aux exigences de la réforme du système partisan. Entre les jeux d'addition et les élans de soustraction notés ça et là, nombreux sont les Béninois qui s'interrogent encore sur ces mouvements au sein des formations politiques de la mouvance présidentielle qui ont pourtant souscrit à la lettre et à l'esprit de la réforme du système partisan. Ce sera le premier sujet de ce numéro de Carré Politique. Nous aborderons ensuite l'actualité relative au communiqué du directeur général de la douane qui, par une correspondance, a saisi le directeur général de Bénin Contrôle à l'effet du passage à la valeur transactionnelle de certains produits de première nécessité. Quel va être l'impact de cette décision sur les populations? Avec moi en plateau deux confrères pour en débattre. Stanislas Amoa, bonjour. Bonjour Paul, heureux de vous retrouver. C'est votre première sur B-News. Merci pour avoir accepté notre invitation. Oui, c'est toujours un plaisir d'honorer cette invitation et de partager ces moments d'émission avec nos téléspectateurs. Vous faites le débat ce matin avec Prudent Nasseou, journaliste à Tado FM. Prudent Nasseou, bonjour. Bonjour Paul. J'ai oublié de présenter Stanislas Amoa comme étant journaliste à Eden TV. C'est bien cela. Plus une semaine où on n'entend plus des mouvements, des retraits, des adhésions au sein notamment des formations politiques de la mouvance présidentielle. Certains Béninois en sont même à penser que la réforme du système partisan montre déjà ses limites. Oui, dire aujourd'hui que la réforme du système partisan a montré ses limites, c'est un secret de polichinelle. Vous savez que les acteurs politiques, et justement à l'aube de cette réforme-là, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, s'étaient retrouvés dans ce que je pourrais appeler un labyrinthe, parce que, figurez-vous, ce à quoi ils se sont attendus en adhérant peu ou prou à cette réforme, ils ne l'ont pas vu sur le chemin. Et c'est ce qui a amené, je crois, dans la semaine, un certain Rachidi Gbadamassi à déclarer lors d'une de ses sorties publiques que certains de ses collègues députés n'ont pas pris la mesure de ce qu'ils ont appelé même réforme partisan. Alors, quand on parle de ces limites, aujourd'hui, j'estime que, oui, fondamentalement, ça a montré ses limites parce que vous n'êtes pas sans savoir, je vous ramène en 2020, eh bien, on a parlé des élections communales et municipales où jusqu'à l'heure où nous parlons aujourd'hui, il y a que certains maires, pour parler des élus communaux, il y en a qui sont désignés, il y en a qui sont élus. Ça pose déjà un problème. Et à la veille de la désignation de certains parmi eux, il a fallu retourner à l'Assemblée nationale, souvenez-vous, bien évidemment, il a fallu retourner à l'Assemblée nationale pour voter en urgence. En tout cas, les députés se sont réunis en urgence pour adopter une loi complétive, je pense, dont il appelait à l'époque, pour que justement certains élus soient désignés. Alors, quand on se retrouve dans un cas de figure pareil, on ne peut que constater les limites de la réforme et se dire qu'il faille aujourd'hui, et c'est ce que moi j'ai souvent proposé, surtout ces dernières semaines, il faille aujourd'hui pour les acteurs politiques de toute tendance, de se réunir autour d'une table après les législatives qui pointent à l'horizon. Il faudrait que les formations politiques se réunissent. Ils peuvent appeler ça dialogue politique 2 ou bien 3, je ne sais pas trop, mais il faudrait qu'ils se rasseyent et voir d'où est-ce que nous partons et où est-ce que nous allons. La réforme que nous avons initiée, ce à quoi nous avons adhéré, est-ce que c'est ça qui se constate sur le terrain? Vous parliez tantôt des adhésions et des démissions. Le contexte s'y prête. Et la seule explication que je trouve à ces adhésions et ces démissions, c'est bien sûr les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Lesquelles échéances, vous le savez aussi bien que moi, vont déterminer la présidentielle de 2026. Et donc, tout ce jour-là, si en 2023, en tout cas si au soir du 8 janvier, vous n'avez pas vos députés à l'Assemblée nationale, vous ne pourrez pas parrainer les candidats probables pour 2026. Et donc, c'est un enjeu majeur. Et quand certaines personnes n'entrevoient pas déjà leurs intérêts qui pointent à l'horizon ou n'entrevoient pas un bon positionnement, eh bien, ils peuvent démissionner. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Prudent Nasseou, les formations politiques qui ont quand même souscrit à la lettre
et à l'esprit de cette réforme prônée par le chef de l'État, Patrice Talon, semble n'avoir pas été suffisamment convaincu de la dynamique dans laquelle elle se lançait. Honnêtement, c'est regrettable. C'est regrettable parce que ici, à la manœuvre, on voit quand même un certain nombre de gens qui ont, en principe, vocation ou obligation de s'inscrire dans l'esprit et la lettre de la réforme du système partisan qu'ils avaient prôné il y a un passé récent. Il faut resituer les choses dans leur contexte et indiquer que cette réforme du système partisan est née de la volonté farouche de certains courtisans et partisans du président de la République qui ont manœuvré pour assouvir un certain nombre de désirs du prince. Objectivement, la réforme devrait être partagée par les acteurs à partir d'un diagnostic. Malheureusement, en l'absence de diagnostic, on a embarqué les gens comme un bétail pour les envoyer vers la berge, le marigot, pour les faire abreuver. Aujourd'hui, ils n'ont pas véritablement intégré, on va dire même, les exigences de cette loi qu'est la charte des partis politiques et, dans une certaine mesure, le code électoral qui en prescrit certaines grandes lignes ou certaines exigences. Évidemment, il y a que on pourrait faire le reproche aux acteurs politiques d'avoir, on va dire, faire le choix de bouleverser certains acquis sans intégrer les nouvelles mutations qu'ils se sont eux-mêmes fixées. C'est inconcevable, c'est incompréhensible. Mieux, aujourd'hui, quand on observe bien, ces migrations se font dans le seul camp des partis, beaucoup plus en tout cas, dans le camp des partis de la mouvance présidentielle. Et ça a tout l'air, non pas de démission ou d'adhésion, mais de débouchage. Parce que derrière chaque adhésion de grands acteurs politiques ou, on va dire, de leaders affirmés ou affichés, on observe qu'il y a les nouveaux responsables ou certains de leurs hiérarques qui agissent aussi bien au niveau départemental qu'au niveau communal ou même au niveau national. Aujourd'hui, il n'y a qu'un ancien dinosaure politique de la 6e circonscription électorale est en train de faire son adhésion, notamment Valentin Aditi-Koudé, et c'est le nouveau président du parti DUD. Voilà, et c'est le nouveau président de l'Union progressiste, le renouveau, qui l'accueille en la personne de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Joseph Jobino. Donc, tout ça montre bien que on se prête à ce jeu. Or, ne l'oublions pas, la charte des partis politiques interdit la fusion. Et je me surprends. Je me surprends parce que, en fait, quand on dit fusion, c'est une façon de dire qu'on est en alliance. Tout à fait. Même si la charte n'interdit véritablement pas la fusion et interdit les alliances, quand on dit fusion, pour moi, on est en alliance. Mais les gens ont trouvé quand même des explications pour justifier qu'il y a ce qu'on appelle fusion, absorption, des trucs comme ça. Moi, j'ai dit, on est en train de tricher avec la loi, on abuse des tests et on use des tests. Qu'est-ce qui pourrait s'apparenter comme première conséquence de ces différents actes qu'on note notamment dans le rang des formations politiques qui soutiennent quand même les actions du chef de l'État? La première conséquence, c'est la fragilité de ces partis-là. Le manque d'idéologie, le manque de vision. Et j'ai comme l'impression que on est en train de concevoir de mauvais modèles. Parce que tout ce que nous faisons vaut pour la postérité. Si, après plusieurs décennies de démocratie, nous sommes encore là, ça veut dire qu'on n'a pas bougé, qu'on n'a pas avancé, et que tout ce qui était considéré comme acquis aujourd'hui tombe dans la poubelle. D'autant qu'il y a un désintérêt. Du fait de ces manœuvres politiciennes, il y a un désintérêt des vrais électeurs pour la cause politique. Et ce qu'on observe aujourd'hui, qui constitue le personnel politique de ces formations qui soutiennent l'action du gouvernement, si vous suivez bien, soit c'est des gens qui préservent leur intérêt parce qu'ils ont des mandats électifs et qui doivent travailler pour montrer qu'ils occupent le terrain pour leur parti, d'autant qu'il y a aussi le financement qui est là, qui peut justifier
les quelques actions qu'on observe sur le terrain, mais la plupart de ceux-là qui constituent les acteurs politiques, qui animent ces formations politiques, préservent des intérêts. Mon confrère l'évoquait tantôt. Et donc, les conséquences, c'est le désintérêt des populations pour la cause politique. Et parfois même par, on va dire, la faible participation au scrutin qu'on a connu depuis l'avènement de ce régime, parce que quand on observe bien, les taux de participation sont faibles, et c'est lié au déséquilibre, parce qu'il y a un déséquilibre qui se joue quelque part, et les gens n'ont pas l'assurance de la crédibilité donc des élections. On a comme l'impression que aujourd'hui on manœuvre toujours dans le but de contrôler le Parlement. Or, l'expression démocratique aurait souhaité que, au niveau du Parlement, il y ait plus de débats d'idées que de logique politicienne ou partisane. Stanislas Amoah, contrairement aux formations qui soutiennent les actions du chef de l'État, on note quand même au sein de l'opposition au président Patrice Talon une sorte de stabilité. Est-ce que ça conforte les Béninois ou ce sont des signes apparents de ce que quelque chose de dangereux se prépare de leur côté? Bon, je ne sais pas s'il y a des signes de stabilité. Si stabilité il y a, je pourrais vous dire simplement que ce n'est qu'une stabilité apparente, parce que l'opposition politique béninoise actuelle, en tout cas, elle peut me démentir, mais elle est loin d'être sereine en son sein. Vous avez pu observer, jusqu'à l'heure où nous parlons, le chef de file de l'opposition, en tout cas, conformément au test, il y a M. Paul Hongpè qui est chef de file de l'opposition, reconnu comme tel, mais il n'a toujours pas l'adhésion de toutes les forces politiques qui se réclament être de l'opposition. C'est déjà un fait. Au sein de la même opposition, il y en a qui vous disent, et je ne sais pas sur quel test ils se basent pour le dire, qu'ils sont de l'opposition modérée. D'autres vous disent qu'ils sont de l'opposition constructive. Alors, quand ça se passe comme ça... Il y a aussi d'autres qui parlent d'opposition radicale. Justement, quand ça se passe comme ça, et que sur le même échiquier politique, on voit des dissonances en matière d'interprétation, il y a le vocabulaire qui change selon ce qu'on veut ou pas, ça pose un véritable problème. L'opposition politique à l'heure actuelle, et moi j'ai eu la chance d'échanger il y a quelques semaines avec Irénée Agossa, par exemple, qui aurait voulu, en tout cas il n'a pas craché sur ça, il aurait voulu, pour les prochaines échéances qui arrivent, faire basculer la chose, avoir peut-être un grand nombre de représentants à l'Assemblée nationale avec son parti, le RLC, et pourquoi pas devenir chef de file de l'opposition, parce que voilà, c'est un fauteuil que convoitent beaucoup de personnes. Donc c'est vous dire, Paul, que il n'y a pas une sérénité absolue. Et si on parle de sérénité, ce n'est qu'apparent. Si on parle de solidarité entre eux, ce n'est qu'apparent. L'autre chose aussi, c'est que Paul Hongpè, son charisme et sa détermination à conduire les choses de but en blanc a toujours été remise en cause au sein même de ses pairs, pas forcément au niveau de sa formation politique d'origine, mais au niveau de l'opposition. Il y a beaucoup d'observateurs qui ont souvent estimé que d'autres personnes, on n'en veut pas forcément à Paul Hongpè, mais on estime que d'autres personnes, d'autres figures de proue de l'opposition auraient pu conduire la chose et ça aurait pu donner une autre couleur. C'est leur avis, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Et donc, vu sous cet angle, il y a que l'opposition est loin d'être sereine et elle gagnerait justement à se réorganiser si elle veut vraiment avoir des représentants à l'Assemblée nationale. Parce que je vais vous donner juste un simple exemple. Je vous ramène 11 ans en arrière. Nous étions en 2011. On sait que le président Boni Yayi était encore au pouvoir. Et il y a eu un semblant de coalition à l'époque. On parlait de l'Union fait la nation. Et les gens voulaient coûte que coûte faire partie Boni Yayi. Alors, qui venait de finir son premier mandat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi Adrien Hongbeji et tout ça. Et quelques semaines après les élections, ce qui a été ventilé, c'est que même en leur sein, ils s'étaient remis derrière Adrien Hongbeji. Mais bon, très peu y croyaient véritablement. La conséquence immédiate, c'est que Boni Yayi ne leur a pas fait de cadeau. En tout cas,
c'était un chaos qu'eux-mêmes ils ont qualifié de retentissant. Donc, lui seul, au pouvoir à l'époque, a pu battre toute l'opposition réunie. C'est dire que l'opposition politique dans notre pays a du mal à resserrer les liens, a du mal à fédérer ses énergies autour d'un idéal. Et donc, moi, je leur ferai peut-être une proposition, c'est de s'organiser chacun à son niveau et d'aller aux élections. Mais essayer... En rang dispersé? Oui, en rang dispersé, pourquoi pas? Parce que fédérer les énergies, d'abord, je n'y crois pas, parce que c'est difficile pour les Béninois de se mettre ensemble et se mettre ensemble pour la chose politique. Tandis que, comme je le disais tout à l'heure, après 2023, il y a 2026 à chercher, ça sera véritablement compliqué. Poudan Asseou, contrairement à la structuration, à l'architecture actuelle de la 8e législature à l'Assemblée nationale, est-ce que vous êtes de ceux qui croient que la 9e mandature sera composée de forces de la mouvance présidentielle et de forces reconnues comme étant de l'opposition? C'est possible, mais on n'a aucune certitude jusqu'à l'heure où nous émettons. D'autant que les princes n'ont jamais indiqué quelle sera l'issue du prochain scrutin législatif. Et c'est quand même surprenant, dans un modèle démocratique comme le nôtre, que à 3-4 mois des élections, on ne puisse véritablement pas savoir quelles pourraient être les forces politiques qui pourront y participer, d'autant que il y a des exigences pour lesquelles l'administration aura sa contribution à jouer, quand je prends par exemple le quitus fiscal. Et déjà, quand vous voyez un peu la publication des pièces faites par la Sénat, on observe qu'il y a des documents qui sont demandés qui ne figurent nulle part dans le code électoral. Et donc, on a comme l'impression qu'une manœuvre s'opère quelque part pour disqualifier, recaler et faciliter la tâche à certains. Et ça ne vous échappera pas que la chose a été observée déjà lors des précédentes élections législatives où on a décelé des fautes mineures pour d'autres et des fautes majeures pour d'autres. Donc, objectivement, aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de vous dire quelles peuvent être les forces qui pourraient participer à la prochaine élection. De toute façon, le Bénin joue sa crédibilité et les dirigeants actuels aussi jouent leur crédibilité. Le Parlement joue sa crédibilité, d'autant que le Parlement, c'est la représentation du peuple. Et il y a une question qui doit pouvoir tarauder l'esprit de ceux qui nous dirigent. Si vous muselez ou vous créez le désintérêt de la participation au scrutin chez près de 60% des Béninois, et que, in fine, c'est une trentaine, une quarantaine qui participent au vote qui vous permettent, qui va permettre qu'on dégage les élus du peuple, est-ce que ceux-là sont représentatifs? Et donc craignent pour l'avenir, puisque dans les baromètres de la bonne gouvernance, il y a l'expression de la démocratie aussi qui compte. Et j'ai comme l'impression qu'il y a un déni de démocratie aujourd'hui dans le Bénin, dans beaucoup de secteurs, aussi bien au niveau donc des élections universitaires que dans d'autres secteurs. On remarque qu'il y a une volonté farouche de découdre les acquis démocratiques et de ne pas permettre aux gens de se sentir libres de participer ou d'aller voter. Libre, on me dira que chaque citoyen a le choix. Mais quand les gens ont l'impression que le jeu est perverti et que les cartes sont déjà pipées à l'avance, le Béninois, vous le savez, il est fataliste. Il se dit, ben, je les laisse faire. Vous me donnez envie de revenir un peu sur les propos du chef de l'État face aux entrepreneurs français. Il a dit, par exemple, qu'il n'a pas vocation à faire du Bénin une terre de démocratie, tout comme la France. Il trahit quelque part les valeurs qui ont prévalu pour qu'il soit là. Naturellement, d'autant que on ne peut pas changer les règles du jeu au cours du jeu. Le modèle démocratie dont il a hérité est tributaire du combat de ses prédécesseurs, de ses aînés, de ses compatriotes. Et donc, il ne lui revient pas de sa propre volonté, ainsi tout personné, fut-il président de la République, de décréter le modèle démocratique qui constitue une aspiration du peuple. Parce que l'expression de la démocratie revient encore au peuple, même si les dirigeants en sont les garants. Et donc, le rôle
du président de la République, c'est d'assurer cette expression démocratique. Il ne lui revient pas de régenter, on va dire, la vision démocratique ou de l'inféoder à sa perception des choses, qui n'est qu'humaine. D'autant que le modèle participe de l'aspiration du peuple et des luttes antérieures. Stanislas Amoah, nous allons évoluer dans ce débat prudent. Nassio, vous avez suivi certainement avec tous les Béninois le contenu du communiqué du directeur général de la douane qui a souhaité que les produits de première nécessité soient désormais traités selon la valeur transactionnelle. Bon, avant de voir si cela aura un impact, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'on met dans valeur transactionnelle. Parce que j'estime qu'à l'heure où nous sommes, il faudrait parler aux Béninois dans un langage beaucoup plus simple. C'est vrai qu'il peut être dans un monde beaucoup plus technique, mais vous parlez à tous les Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il faudrait que dans le langage, celle qui est peut-être à Tchoumi Tchoumi ou bien à Tokuntounan se retrouve dans ce que vous dites au même titre que peut-être le cadre de Cotonou, de Porto-Novo ou bien de Parakou. Moi-même, quand j'ai lu un peu le communiqué, je suis allé, il a fallu que j'aille sur Internet pour voir un peu ce qu'on appelle valeur transactionnelle. Donc, ce n'est pas assez digeste quand on veut pondre des communiqués. Et je pense qu'il y a forcément une cellule de communication qui travaille à cela. Les communiqués ne sont pas rédigés juste pour l'être. Il faut choisir les mots pour faciliter la compréhension à ceux à qui c'est destiné. C'est très très important. La correspondance n'était pas destinée aux Béninois. Le directeur général de la douane s'est même étonné de ce que la presse en a eu possession. Oui, la presse ne dort pas dans les bureaux du directeur général de la douane. Et donc, si cela a pu être en possession d'hommes ou de femmes des médias, c'est que quelque part, eh bien, ça a fuité. La décision ou le communiqué n'a pas pu quand même s'envoler de lui-même, si c'est du communiqué qu'il s'agit, pour se retrouver quelque part. Quelque part sur la chaîne, il y a un maillon qui a pu faire ventiler l'information, sans quoi ça ne se retrouverait pas en possession des hommes et femmes des médias. Et donc, qu'on dise que cela n'était pas destiné aux Béninois et que la presse en a possession, je pense que c'est une chose et son contraire. Comment est-ce que cela a pu se retrouver là? Il faudrait peut-être que le DG dirigeante une enquête pour le savoir. Maintenant, s'il n'y a pas forcément en matière à creuser cela, il peut laisser tomber et passer son message. Mais une fois encore, j'estime que quand on veut passer un message à une cible ou à des personnes, quand on est à un poste de responsabilité aussi sensible que celui-là, il faut pouvoir trouver les mots pour faciliter la compréhension. On ne va pas sortir un communiqué, nous allons consulter le dictionnaire avant de comprendre de quoi il s'agit. Président Stanislas Amoah s'interrogeait de ce que le terme valeur transactionnelle n'était pas aussi digeste pour les Béninois. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit y mettre? Peut-être que lui, il comprend, je ne sais pas. Voilà. Certainement, il va nous le dire. Je crois qu'ici, nous sommes véritablement dans un domaine purement technique qui relève, on va dire, de l'appréciation des sachants. Mais, à l'évidence, le sentiment général qui se dégage derrière ce communiqué qui a été rapidement récupéré par les journalistes démontre qu'aujourd'hui, il y a une psychose qui règne au sein des populations sur le niveau de vie et le niveau, en fait, le coût de la vie actuellement dans le pays. Parce que tout de suite, quand les gens ont vu le communiqué, ils ont fait le lien avec l'incidence qu'il pourrait avoir dans les prochains jours quant à l'achat de ces produits de première nécessité. Et il faut quand même saluer la sortie médiatique du directeur général de la douane qui, au sorti d'une rencontre avec les commissionnaires agréés en douane, a indiqué que son communiqué n'aura véritablement pas d'incidence sur les coûts de ces produits de grande consommation, ces produits sociaux comme ils l'ont appelé, par rapport à chaque Béninois. Ça, c'est déjà quelque chose d'important à retenir et de rassurant si éventuellement c'était respecté. Parce que tout de suite, il est clairement déclaré ou précisé que le Bénin n'était pas en arrimage avec les normes internationales en termes de... En matière de procédure
douanières et autres. Et donc, qu'il s'agissait, par rapport aux engagements souscrits, il s'agissait d'un rappel pour le partenaire qu'est Bénin Contrôle de migrer vers ces normes-là. Et que c'est d'ailleurs pour ça qu'il justifie que ce communiqué n'était pas destiné pour faire peur. Parce que la conséquence de cette fuite du communiqué dans le public, c'est la psychose que ça a commencé par créer. Parce que là, on sortait du Covid, on est en train de gérer la cherté de la vie sur les produits, par exemple, de grande consommation. En même temps, il y a la rentrée qu'on vient donc de préparer, où tout le monde a observé que les prix des fournitures scolaires ont flambé. Et en même temps, on annonce qu'il y aura un réajustement des valeurs transactionnelles. Or, ces données-là riment avec les valeurs douanières. Les gens se disent, est-ce que ce n'est pas une façon de créer encore une incidence sur ces produits, une incidence des frais douaniers sur ces produits-là qui pourrait finalement être préjudiciable au consommateur final qu'est vous et moi. Parce que sont vous et moi, bien sûr, puisque qu'est le dernier des Béninois. Parce que aujourd'hui, est-ce qu'on peut se passer de ces produits cités dans le communiqué du DG Douane? Ces produits sont des produits importés, mais des produits sociaux, parce que ça revient dans nos consommations quotidiennes. Pour donner assez au reste avec vous, cette décision intervient à la veille pratiquement des fêtes de fin d'année où les commerçants et autres importateurs font entrer beaucoup de produits dans le pays. Ces derniers ont certainement déjà négocié leur prix avec leurs fournisseurs. Est-ce que vous ne craignez pas que, contrairement aux assurances du DG de la douane, qu'il y ait sur hausse des prix de première nécessité à la veille des fêtes de fin d'année? Je ne voudrais pas du tout douter de la parole du DG Douane qui était face au concessionnaire agréé en douane du Bénin, et il a placé son mandat sous le signe de la responsabilité et du dialogue. D'ailleurs, il leur a dit que si les prix, puisque c'est sur la base des prix pratiqués actuellement que ces concessionnaires négocient avec leurs partenaires, il a dit que ces prix ne changeraient pas jusqu'à la fin de cette année en tout cas. Et donc, que ce communiqué n'aura aucune incidence sur leurs prévisions, sur les tarifs appliqués. Et de ce fait, je pense que les importateurs peuvent être rassurés, parce que il s'agit quand même de l'association des concessionnaires agréés qui était en échange direct avec le DG Douane, et il leur a donné cette assurance-là. On a remarqué qu'ils ont tous applaudi, parce qu'ils avaient aussi peur. Et c'est justement pour ça que je rejoins Stanislas qui observe que le communiqué doit être suffisamment lisible pour que même les acteurs qui sont, je suppose, des sachants dans ce domaine ne puissent pas avoir des appréhensions. Et c'est suite à ces appréhensions que les concessionnaires ont mené cette démarche-là. Parce que finalement, il y a une cacophonie, une confusion qui s'est installée dans la tête de tous les Béninois et même des acteurs eux-mêmes. Et le directeur général de la douane leur a apporté l'assurance qu'il pourrait engager une réforme du genre, une remise en cause des discussions antérieures. Puisque, en fait, les concessionnaires ont expliqué, c'est suite à de longues luttes qu'ils ont obtenu ces allègements, qui sont contraires aux normes sous-régionales et internationales. Et le Bénin, semblerait-il, selon le DG de la douane en tout cas, aurait souscrit au respect de ces normes, et ce communiqué vise à demander aux partenaires qu'est Bénin Contrôle d'opérer les réajustements. Il n'est pas allé trop dans les détails, mais on sent que c'est des acrobaties qui visent à satisfaire les exigences internationales, mais en même temps à préserver les acquis en ce qui concerne les allègements opérés pour permettre au consommateur final d'avoir ces produits à des coûts relativement bas. Stanislas, à moi, ce n'est pourtant pas ce que pense l'ensemble des Béninois. Ça a été ventilé dans l'opinion publique que dès le 1er octobre 2022, que les produits de première nécessité allaient prendre de coup. Oui, je ne voudrais pas croire que ce fut un ballon d'essai pour jauger un peu de l'appréciation des Béninois. Et quand ça n'a pas bien pris, on a tout fait de vite récupérer, de changer en tout cas la façon de dire, voilà, de changer le fond. Je ne voudrais pas croire, je mets ça au conditionnel, je ne voudrais pas croire que c'était un ballon d'essai. Alors même si c'était le cas, c'est que ce n'est pas passé dans l'opinion. Parce que vous avez bien fait de rappeler tout à l'heure tout ce à quoi nous sommes confrontés déjà avec la conjoncture actuelle, où
même la guerre en Ukraine a le dos large et on met tout sur ce qui se passe de l'autre côté. Quand il y a un produit de première nécessité ici, en tout cas un produit qui n'est même pas produit là-bas, ou qui n'est pas, en tout cas un produit sous forme artisanale par exemple, qui est fait chez nous, eh bien l'artisan vous dira que non, à cause de la guerre en Ukraine, il y a que, c'est compliqué aujourd'hui. Donc cette guerre a suffisamment le dos large et nous prions pour que vous ça demandez très très vite. Si la farine de maïs qui sert à préparer la pâte est produite en Ukraine. Oui, on ne sait pas. Peut-être que l'Ukraine a les sols, des sols assez fertiles pour que la farine en tout cas pour que le maïs soit planté là-bas. En tout cas, c'est une parenthèse. Mais pour en revenir, c'est dit que ce à quoi nous sommes confrontés, c'est que le Béninois a faim. Il y en a qui, excusez du peu, n'ont même pas les 3 repas par jour. C'est difficilement que certains en ont 2. Le gars, il sort de chez lui, il mange peut-être à 10h ou à 11h, ça fait au soir. Il mange et puis c'est terminé. Et allez même vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a mangé à 10h. Peut-être une petite bouillie, du pain, un petit quelque chose, et puis le soir. Donc, c'est compliqué. Le Béninois est en train de survivre. Il ne vit pas encore. Et donc, en tout cas, pour la majorité, pour la basse classe. Et donc, s'il y a de ces genres de communiqués ou bien de ces genres d'actions, moi, j'aurais souhaité que ça fasse l'objet d'une communication anticipative. C'est-à-dire que si vous voulez être dans l'opérationnel dès janvier 2023, eh bien, nous sommes en septembre. Commencez déjà par faire un effet d'annonce. Vous dites aux Béninois, eh bien, dans 3 ou 4 mois, nous pensons que si les choses étaient dans cette posture, nous allons passer à tel. Donc, dans une logique de communication anticipative, les Béninois, qu'ils le veuillent ou pas, se seraient déjà préparés à cela. Ça aurait été mieux que de passer ce communiqué, parce que, comme je l'ai dit, si ça n'a pas fuité quelque part, ça ne se serait pas retrouvé sur la place publique. Merci à vous, Stanislas Amoa, Prudent Nasséou. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle, Prudent, que vous êtes journaliste. Je ne voudrais pas rappeler encore ici votre organe. Stanislas Amoa, journaliste à Eden TV. Amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Carré Politique.